animatrice. Je m'en allais là. Donc, je vais être votre animatrice aujourd'hui et le présent panel va être enregistré. Donc, si jamais pour la suite, vous souhaitez le partager, n'hésitez pas à le faire. Donc, la façon que ça va se passer, on va vous présenter brièvement chacun des partenaires là, qui est derrière l'initiative d'aujourd'hui. Ensuite de ça, on va passer vraiment à un échange, un panel avec 3 entrepreneurs de la région. Il va y avoir une période de questions à la fin en grand groupe. Puis par la suite, si vous avez des questions plus précises, vous allez pouvoir vous diriger vers des salles qui vont être dédiées à chacune des entrepreneurs. Je dis chacune parce qu'on a un panel entièrement féminin aujourd'hui. Donc, écoutez, sans plus attendre, ça me fait grand plaisir de vous présenter les partenaires qui sont derrière l'initiative aujourd'hui, à commencer par Mme Amélie Girard de Économie sociale Laurentide. Amélie? Oui, merci Carmen. Bonjour tout le monde. Ça fait très, très plaisir de vous voir tous présents. Donc, Économie sociale Laurentide, en fait, on est le pôle d'économie sociale de la région des Laurentides. Comme certains d'entre vous le savez déjà, mais il y a 22 pôles au Québec, donc un par région. Donc, on est donc vraiment une organisation qui est régionale puis qui a pour mission de faire la promotion, de développer, de rassembler puis d'outiller les entreprises d'économie sociale de notre territoire. Puis en fait, on le fait en offrant différents services d'accompagnement, des formations, de la mobilisation des communautés. Puis c'est vraiment dans une idée, dans un objectif de favoriser un développement territorial avec les différents acteurs de développement économique aussi, mais qui soit plus local, plus inclusif, plus participatif et surtout plus durable. Donc voilà. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, puis de nous contacter, ça nous fait toujours plaisir. Merci, Amélie. Je poursuivrai avec Mme Jessica Aloka de École des entrepreneurs du Québec, Campus Laurentide. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir de participer à ce beau panel, donc qui est une initiative qui se veut pour faire suite justement au parcours en économie sociale là, qu'on a eu la chance de vivre l'année dernière avec Économie sociale Laurentide. Donc, l'École des entrepreneurs du Québec, on est là vraiment pour aider les entrepreneurs à développer leurs compétences entrepreneuriales. On a 8 campus à travers le Québec, un à l'international aussi. Et puis, vraiment, ce qu'on veut, là, c'est travailler avec tous les partenaires là, de l'écosystème des Laurentides pour vous offrir et pour vous aider à développer vos compétences. On espère que vous allez apprécier. Puis, je suis accompagnée de Jenny là, qui travaille avec nous. Si jamais vous avez des questions, vous voulez savoir comment ça fonctionne, on est une école, mais pas une école traditionnelle. Là. Il n'y a pas de processus traditionnel d'admission. Donc, je vous souhaite un beau panel. Merci à tous nos invités de participer aujourd'hui et merci Carmen de faire l'animation. Merci, merci. On poursuivrait avec Mme Anne Sanson de Synergie économique Laurentide. Oui, bonjour tout le monde. Donc, rapidement, pour expliquer qui on est, Synergie économique Laurentide, on est une organisation qui existe depuis 2016. Nous aussi, comme économie sociale, on est une parmi 22 ou 24 organisations à travers le Québec qui s'occupent d'accompagner, d'aider les entreprises et les organisations municipales vers des pratiques éco-responsables. En 2023, on parle d'innovation. Le thème aujourd'hui du panel, je voulais faire un petit parallèle avec l'économie circulaire. En fait, c'est que nous, ce qu'on prône, c'est de faire les choses autrement, se poser des questions, comme on ne prend pas pour acquis que ce qui a déjà été fait, ce qui a toujours été fait, que c'est nécessairement la meilleure des façons de faire. Donc, on veut favoriser l'innovation, mais dans les pratiques d'affaires, en intégrant des pratiques, des stratégies d'économie circulaire. Rapidement, je ne sais pas si j'ai le temps, je vais essayer dans mon 2 minutes. L'économie circulaire, c'est 3 choses. Diminuer l'utilisation des ressources naturelles, c'est allonger la vie des produits, des biens, et c'est de mieux gérer aussi en fin de vie les extrants ou ce qu'on appelle déchets, mais qui sont en fait encore des matières. Comment on fait ça? Bien, on se questionne et on évalue des alternatives à ce qui se fait déjà aussi. Et dans tous nos projets structurants, donc on développe des projets structurants à travers la région et pour accompagner, puis le fait de développer ces projets-là, on a une lunette différente d'un propriétaire ou d'un gestionnaire. Alors, on pose des questions, par exemple, est-ce qu'il y a des impacts environnementaux de la conception de
votre produit ou l'utilisation d'une matière en particulier. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous vendez? Est-ce que ça se répare? Est-ce que ça se recycle en fin de vie? Est-ce que l'emballage que vous utilisez, on peut le réutiliser? Alors, c'est ce genre de questions-là. Puis pour nous, Synergie, innover, ça veut dire prendre action en répondant à ce type de questions-là. Merci beaucoup, Anne. On poursuivrait avec Mme Mélanie Gosselin de Culture Laurentide. Merci. Bonjour, je suis la directrice de Culture Laurentide. Nous, on a comme mission d'accompagner le développement des arts et de la culture dans les Laurentides. Donc, on le fait de toutes sortes de façons. On le fait par des projets régionaux, on le fait par la concertation, par des formations, un programme de formation annuel aussi, où nos artistes et les travailleurs culturels, travailleuses culturelles peuvent s'inscrire donc pour soit justement des formations en gestion ou disciplinaires. Donc, on est assez touche à tout, disons, en développement de la culture. Puis, on a évidemment des atomes crochus avec Économie sociale Laurentide depuis plusieurs années, mais là, plus particulièrement depuis 1 an ou 2, là, on avait un beau projet là, de partage de ressources où il y avait une belle concertation donc, entre nos 2 organismes. Donc, ça c'est à suivre aussi, ça va se développer. Donc, c'est un projet où on s'intéresse justement à l'économie sociale, aux différents modèles d'affaires, puis au fait aussi de mutualiser de toutes sortes de façons, dans le fond, le modèle d'affaires pour les arts et la culture. Voilà, fait que ça sera à suivre. Si jamais vous avez des questions, on aura peut-être l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard après le panel. Sinon, sur notre site Internet, là, habituellement, on est assez à jour là, avec tous nos projets, notre répertoire des membres et tout ça. Là, je vous invite à aller faire un tour. C'est culturelaurentide.com. Merci. Merci beaucoup. Donc, et si je peux me permettre, en fait, pour compléter la boucle des partenaires d'événements d'aujourd'hui, Connexion Laurentide, l'organisme que je dirige, est un des 16 espaces régionaux d'accélération de croissance du Québec. Donc, on est là pour favoriser l'adoption technologique ou le développement de produits et de services innovants des entreprises de la région. Et un autre des volets qu'on a également, c'est pouvoir parler d'innovation de toutes sortes de façons, notamment l'innovation sociale, mais je pense qu'on va bien voir aujourd'hui que les défis d'innovation sont assez transversaux et peuvent avoir des impacts positifs et des beaux défis, en fait, sur différentes plateformes. Donc, moi aussi, en fait, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on va être là vers la fin du panel pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vous invite à fermer vos micros si jamais d'ici pendant le panel, si vous souhaitez réagir ou poser des questions, vous pouvez le faire via le chat. Je vais m'assurer de jeter un œil là, de temps à autre pour pouvoir la transmettre aux entrepreneurs. Mais comme je vous ai mentionné dès le départ, il va y avoir une période de questions à la fin qui va être ouverte à tous. Donc, on plonge. Pour casser la glace, j'aimerais inviter chacune des entrepreneurs à vous présenter brièvement leur entreprise pour pouvoir justement lancer la discussion. Alors, je commencerai avec Véronique Bouchard de la ferme aux petits oignons, située dans la MRC des Laurentides. Bonjour, merci. Donc, la ferme aux petits oignons, c'est une ferme maraîchère diversifiée qui produit une 60aine de cultures différentes, toutes certifiées biologiques, destinées à être vendues directement là, aux consommateurs, majoritairement via une formule d'agriculture soutenue par la communauté, ce qui nous permet là, de nourrir là, plus de 1000 familles dans la région, là, dans les MRC Pays d'en Haut et MRC des Laurentides. Notre entreprise coopérative de solidarité possède aussi une épicerie fermière où on met en marché nos produits de la ferme, mais également les produits des autres fermes locales, mais également d'autres produits importés avec comme mission là, de valoriser le travail agricole, de reconnecter les gens avec la réalité agricole. Puis, en fait, cette coopérative de solidarité-là est le fruit d'une démarche de reprise collective. La ferme aux petits oignons existe depuis 18 ans et depuis cette année, elle est gérée par cette toute nouvelle coop de solidarité formée de 14 membres travailleurs et de maintenant plus de 70 membres de soutien. Puis, l'objectif de cette reprise collective-là, c'est d'assurer la pérennité de la ferme, mais aussi de pouvoir avoir une meilleure adéquation entre nos valeurs puis notre mission. Puis, en fait,
cette entreprise-là, je l'ai toujours gérée avec des valeurs d'économie sociale, mais dans une structure traditionnelle. Puis là, bien, enfin, on a la bonne structure pour atteindre nos objectifs. Puis peut-être je terminerai dans la présentation que l'agriculture est vraiment dans un paradigme d'innovation technologique où tous les programmes sont orientés pour nous faire adopter de nouvelles technologies qui, semble-t-il, vont régler des problèmes en agriculture et malheureusement, détérioration des terres, perte de territoire agricole, détresse psychologique, autant de problématiques en agriculture que la technologie n'arrive pas à régler. Donc, l'innovation sociale est vraiment pour moi là, la voie porteuse d'espoir pour l'avenir de l'agriculture au Québec. Merci beaucoup. On poursuit avec Véronique Siméon de Recycdon, située dans la MRC Thérèse de Blainville. Excuse-moi, Carmen, je peux poser une question. Vous êtes située où, madame, la ferme aux petits oignons? On est situé à Mont-Tremblant. OK, parfait. Merci. Bonjour, donc moi c'est Véronique Siméon. Je suis la chanceuse d'être la directrice générale de la ressourcerie Recycdon. Donc la ressourcerie Recycdon existe depuis 15 ans à Sainte-Anne-des-Plaines et est en train de prendre l'expansion vers Mirabel Saint-Janvier. Donc on ouvrira nos portes à la vente à partir du 6 juin prochain. Oui, l'économie sociale peut aussi faire de l'expansion. Depuis 15 ans, Recycdon, lui, a choisi comme ressourcerie de miser d'abord et avant tout sur l'environnement. Recycdon est une des ressourceries qui continue à accepter l'ensemble des biens qui se trouvent dans une maison. Donc, ça peut être un lavabo, ça peut être des vêtements. Donc, absolument tout ce qu'il y a dans une maison, si c'est réemployable, si c'est revendable, Recycdon est prêt à le prendre pour sa communauté et le remettre en circuit. Et encore là, dans une optique d'économie circulaire, comme Anne le disait, afin que le bien demeure utile et employé jusqu'à sa fin de vie, donc le plus longtemps possible, afin de réduire son empreinte de conception. Recycdon aussi dans une démarche d'empreinte carbone de son bâtiment à Sainte-Anne-des-Plaines. Et on veut intégrer un groupement à but non lucratif également qui est Solution Will, qui va nous permettre d'être dans l'industrie du carbone puis d'être capable d'être reconnu pour la réduction de carbone qu'on fait. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la synergie qui est en train de se développer là, entre différents acteurs de milieu. J'écoutais les gens de la culture, puis je sais que la prochaine entrepreneur là, est dans les arts et la culture, mais aussi les ressourceries contribuent aux arts et à la culture de par les biens qu'on remet à la distribution, souvent d'artistes. Nous, on travaille avec des écoles de couture, on travaille avec l'artisanat, les meubles, donc on tente de faire savoir aux artistes qui peuvent venir chercher des pièces chez nous et les retravailler et les remettre, là, leur donner plus de valeur et leur donner des fois même un nouvel usage. Et ça leur permet à eux d'avoir accès à des matériaux à un coût qui est acceptable pour la vente, qu'ils vont être capables d'en refaire. Et ça, c'est intéressant pour notre culture de l'ensemble du Québec de permettre justement cet emploi-là des matières qui sont disponibles. Recycdon a aussi un modèle d'inclusion qui est unique au Québec. Donc, nous, on a vraiment centré la mission d'inclusion sur les gens qui vivent avec sortes de diagnostics, que ce soit sur le plan physique, intellectuel, neurologique, santé mentale. Et on leur offre une panoplie de programmes qui va de stagiaires d'adaptation scolaire à du bénévolat, à des gens salariés, avec différents types de programmes pour leur permettre de se développer au niveau socio-professionnel, puis d'avoir ce qu'on appelle à l'interne des modèles de proximité. Donc, d'avoir des gens qui sont à des niveaux de compétences légèrement supérieurs, mais pas trop supérieurs, parce que nous, on croit que quand on met des maternelles avec des universitaires, ben les maternelles ne peuvent pas espérer atteindre l'université parce que le gap d'apprentissage est trop grand. Mais quand on met ensemble des gens de différents niveaux primaires, secondaires, universitaires et qu'on travaille tous ensemble, ben là, il y a toujours l'aspiration de voir, OK, ben l'autre est juste la coche un peu plus loin. Ça devient une source d'espoir, une source de motivation pour la personne qui est juste à l'étage du bas, puis ça devient réaliste de penser que c'est possible d'aller de l'avant. Donc, ce modèle-là est en train d'être reconnu au niveau du Québec. C'est probablement
c'est probablement dans un avenir là, qui va devenir un modèle de choix en modèle d'inclusion au Québec. Donc, voilà. Merci beaucoup. Émilie Gauvin, du Théâtre Gilles Vigneault, situé dans MRC Rivière-du-Nord. Donc, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, oui, je travaille pour le Théâtre Gilles Vigneault qui est situé à Saint-Jérôme. Le théâtre est un lieu de diffusion en nord de la Seine, dont le propriétaire et gestionnaire, et qui est aussi mon employeur, est un organisme à but non lucratif qui s'appelle Diffusion en Seine Rivière-du-Nord. Diffusion en Seine existe maintenant depuis plus de 35 ans. Donc, principalement, moi, j'ai fait de la programmation ainsi que du développement de public. Donc, je mets sur pied différents projets à vocation, surtout sociale, via la culture. Et c'est ça, diffuseur en art de la scène, donc on reçoit tous les arts de la scène, là, donc musique, chant, danse, théâtre, des œuvres qui sont plus populaires, d'autres plus nichées. On est autour de entre 150 et 200 représentations par année. Et évidemment, l'avènement du Théâtre Gilles Vigneault, qui a eu 5 ans en novembre, a beaucoup créé d'expansion dans la structure de diffusion en scène. Et nous sommes maintenant une équipe de 17 permanents, et plus en comptant les temps partiels, on est une équipe d'à peu près 60 personnes maintenant. Ouais. Super, merci beaucoup. Donc, grande question pour démarrer l'échange, l'innovation. Comment ça se vit dans vos organisations? C'est quoi votre moteur de changement en matière d'innovation? Véronique Bouchard? L'innovation, c'est comme un ingrédient essentiel qu'on veut opérer une ferme de nos jours. On est dans un contexte qui est en changement. Puis là, je ne parle pas juste des changements climatiques. Il y a énormément de changements dans notre société, mais c'est sûr que les changements climatiques viennent s'ajouter par-dessus tout. Puis, l'innovation, c'est ce qui nous permet de continuer à pouvoir rester en affaires tout court dans un secteur qui est ultra compétitif. L'agriculture, c'est un secteur qui est mondialisé aussi. On mondialise l'exploitation à travers le monde. On exploite des inégalités nord-sud. Avant, on les exploitait directement dans des pays. Maintenant, on fait venir des travailleurs étrangers ici pour exploiter les inégalités autrement. On est toujours imaginatif dans l'innovation. On essaie de se trouver du beau côté de l'innovation. Puis, à la ferme aux petits oignons, on a une main-d'œuvre 100% locale. Puis, pour la grosseur d'entreprise qu'on a une 30aine d'employés dans le secteur maraîcher. On est vraiment devenu l'exception de notre secteur. Et puis, pour pouvoir maintenir ça, je pense que pour nous, l'innovation sociale, c'est vraiment la clé de impliquer la communauté. On a aussi, puis moi, j'aime bien voir l'économie sociale comme un partage, une interconnexion où on redonne les uns aux autres. Les gens viennent nous aider en désherbant, par exemple, ou en récoltant dans le champ, mais ils viennent y trouver aussi beaucoup de sens, de plaisir, de connexion avec la communauté. Fait qu'on sent qu'on est vraiment dans une dynamique où on s'apporte les uns aux autres. Et puis cette implication-là bénévole des gens de la communauté fait en sorte que ça nous aide à réduire aussi nos coûts en charge salariale, ce qui nous permet de pouvoir continuer à embaucher de la main-d'œuvre locale et ne pas aller vers de la main-d'œuvre étrangère. Puis ça, c'est un exemple là, parmi tant d'autres. Effectivement, aussi, on doit faire des innovations pour s'adapter aussi à produire selon le climat. Puis, quand on a commencé à cultiver dans les Laurentides, tout le monde disait une ferme maraîchère, ça ne marchera pas dans les Laurentides, vous n'avez pas le bon climat. Mais c'est sûr qu'on a développé aussi des techniques pour produire, allonger les saisons. Fait que c'est sûr qu'on fait de l'innovation technologique, mais la façon dont on le fait dans le secteur maraîcher aussi, c'est grâce au partage de connaissances. On fait partie du réseau des fermiers de famille, puis de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Puis, on est dans une culture, une contre-culture où, entre maraîchers bio dans ces réseaux-là, on ne se voit pas comme de la compétition, mais on se voit comme des collègues.
et une innovation qui est développée sur une ferme va être rapidement partagée en l'ensemble des fermes, ce qui fait que collectivement, on évolue beaucoup plus rapidement que dans une culture de compétition, de concurrence, qui est la culture dominante. On a même à travers la CAP des ateliers d'autoconstruction où on développe des outils adaptés à nos productions, puis les plans sont libres d'accès, puis on fabrique ces outils-là aussi de façon collective. Fait que on est dans l'innovation technologique et de l'innovation sociale en même temps. Donc, par le regroupement, la solidarité, et surtout le partage des bonnes idées, des bons coups, des mauvais coups. Ça nous permet, là, comme secteur, d'évoluer. Puis le secteur maraîcher bio au Québec est un des plus évolués dans le monde. Tout le reste du monde regarde ce qui se passe au Québec. Puis notre secret, c'est vraiment cette culture-là là, de fonctionner de façon collective et non pas individuelle, de se sortir de la culture de la concurrence. Je trouve ça intéressant, justement, ce lien-là avec la population, cette communauté-là, parce que, justement, quand il est question d'innovation sociale, c'est souvent un moteur de changement. Puis, je sais qu'au Théâtre Gilles Vigneault, ça se vit différemment aussi. Ça vous permet là, d'élargir un peu les types de programmation que vous offrez, si je ne me trompe pas, Émilie? Oui, en fait, c'est nous... Lors de la représentation, c'est drôle, la première fois qu'on s'est parlé pour préparer le panel, ça m'a fait constater, je l'oublie par moment, que lors de la représentation, c'est quand même quelque chose qui est vieux comme le monde, puis là, on opère un gros building neuf, puis mais pour ce qui se passe dedans est vraiment, se passe d'humain à humain, vraiment, donc... oui, au-delà de la programmation des spectacles, nous, l'innovation se passe beaucoup dans le travail avec la communauté. Donc, on sort de nos murs un petit peu. Parfois, on va dans les villes de la MRC avec des ateliers en lien avec les programmes jeunes publics. On travaille aussi, on a mis sur pied des festivals. On a diffusé en partenariat aussi avec le Centre de services scolaires puis avec la Ville de Saint-Jérôme un spectacle pour les élèves neuroatypiques. Donc, on est beaucoup là-dedans pour ce qui est de l'innovation. Donc, d'essayer de prendre le pouls de notre communauté. Puis aussi, j'écoutais Véronique parler, puis on dirait qu'à quelque part, l'innovation est comme amenée par la nécessité. Donc, la nécessité fait loi, là, c'est-à-dire que pour nous aussi, on a un modèle financier, en fait, qui est toujours en équilibre précaire, qui est assez risqué, en fait. Donc, on n'a pas le choix de se diversifier, de mettre des choses en commun, soit avec les autres diffuseurs, donc du partage de données, entre autres. Puis, on a aussi mis sur pied un volet de philanthropie qui nous permet aussi de se rapprocher de la communauté puis de redonner aussi à cette communauté-là, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, un théâtre avec personne dedans. C'est vraiment une job de partage, voilà. Oui, puis on en reviendra à la notion de risque, justement, parce que c'est une partie vraiment intrinsèque de l'innovation, mais on pourra y plonger un petit peu plus tard pour recycler, là, quand il est question d'innovation. Puis ça, je pense que tu l'as mentionné d'emblée, Véronique, cette inclusion-là en travaillant avec des personnes qui vivent toutes sortes de défis professionnels ou personnels, ça amène justement là, comme moteur, j'imagine, beaucoup d'initiatives en matière d'innovation. Définitivement. Puis, ça permet en même temps de décloisonner notre raisonnement, dans le sens où on constate qu'en travaillant avec toutes sortes de diagnostics différents, toutes sortes de réalités différentes, que les forces des uns viennent combler les faiblesses des autres et que finalement, quand on travaille avec toutes sortes de diagnostics, bien, on devient une force incroyable. Donc, je me plais souvent à dire dans mon organisation que mes gens qui ont de la déficience intellectuelle, c'est mes génies du senti.
parce qu'ils ont développé cette capacité-là de sentir l'humain d'une façon incroyable parce que justement, les concepts sont souvent trop abstraits pour eux. Et l'inverse pour certains TSA de haut niveau. Donc, eux, ils vont rendre les choses très abstraites, ils vont créer des concepts dans leur tête, ils vont expliquer des mécaniques logiques, mais en même temps, cette capacité-là de sentir l'humain leur échappe souvent. Et là, la personne qui a une déficience intellectuelle dans leur équipe va venir les aider à comprendre le senti de l'équipe parce que on est choyé, parce que la personne qui a une déficience intellectuelle va aider le TSA à saisir le pouls de l'équipe parce que lui, il va le présenter d'une façon illustrée que le TSA va être capable de capter. Et donc, c'est là où on travaille vraiment bien ensemble, où il y a des gens qui vont faire la dysphasie, mais qui vont pouvoir aider un collègue qui est en chaise roulante et le collègue en chaise roulante, lui, va pouvoir aider la personne qui est dysphasique dans sa communication. Et c'est là qu'on évolue, c'est là qu'on réalise que finalement, on a besoin d'être tissé serré, l'ensemble des humains pour aller plus loin. Moi, je trouve qu'une des belles innovations du Recycdon, au-delà de son volet social, c'est l'idée d'avoir voulu aller vraiment par et pour sa communauté dans le sens large, dans le sens de dire, l'ensemble de ce qui rentre au Recycdon qui est donné par la communauté est ouvert. Il n'y a rien qui est transité vers un autre partenaire avant d'être analysé. Et ça nous a demandé de l'innovation parce que ça nous exige à chaque moment de l'année, de revoir notre façon de traitement et d'ajuster notre façon de traitement parce que nous, on n'a pas de contrôle sur l'entrant. Et parfois, on n'a pas un contrôle parfait non plus sur la quantité de gens qu'on a à l'interne. Et donc, là, on doit adapter notre modèle de traitement. Donc, est-ce qu'on va traiter, donc on a différentes façons de fonctionner dans notre traitement. Pour y arriver, on va aussi beaucoup faire d'interdépartements avec nos employés pour justement aller pallier dans un rush. De là, il nous faut beaucoup de jouets. La période des fêtes arrive, on arrive octobre. Donc, on va mobiliser l'équipe plus vers les jouets. Et là, on va laisser un peu plus de côté les vêtements, par exemple. Et là, dans les changements de saison, vous le savez tous, on fait le ménage de nos garde-robes, on apporte beaucoup en ressourcerie. Et là, donc, on va mobiliser les équipes vers cette ressource-là qui est le textile pour s'assurer de pouvoir tout l'analyser. Je dirais aussi que c'est le fait, et je l'entends, mes collègues aussi sont beaucoup là-dedans, on est beaucoup là-dedans en économie sociale, mais le fait de devenir des entreprises, que les bâtisses et les murs de nos organisations ne sont que physiques, mais en fait, nos organisations vivent au-delà de leurs murs. Le Recycdon, c'est le réseau de la santé. On a le CIS intégré dans notre organisation qui vit à l'intérieur des murs, mais qui vit à l'extérieur des murs pour le volet personnel des besoins de certains de nos employés. Même chose pour l'éducation. Donc, on a des gens qui poursuivent des études dans des institutions scolaires, mais on a l'institution scolaire qui rentre dans l'organisation et qui va offrir des métiers semi-spécialisés puis qui va offrir la littératie pour permettre à nos humains à l'interne de devenir plus autonomes et de mieux comprendre notre société. Et ça, pour nous, c'est vraiment la façon de les amener à ce qu'on dit sortir de la pauvreté. Donc, pour nous, la pauvreté, oui, elle est monétaire, mais elle est aussi dans l'éducation, dans la compréhension des systèmes. Et là, en leur fournissant une compréhension, ça leur permet d'aller de l'avant. C'est aussi le Recycdon qui sort de ses murs puis qui va faire de la sensibilisation, autant en inclusion en réalité différente qu'en environnement. Donc, c'est là que l'innovation se passe. C'est en interaction avec tout le monde qu'on comprend mieux les besoins puis qu'on peut ajuster nos processus puis ajuster nos façons de faire. Puis souvent, j'aime ce que j'entends de vous trois parce que quand on regarde avec une entreprise par où commencer en matière d'innovation, souvent on va y aller, où est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qui dérange? Est-ce que c'est justement le flux de matière qu'on ne contrôle pas? Est-ce que c'est la météo? Puis à partir de là, réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place justement pour minimiser, si on veut, les désagréments qui peuvent arriver par rapport à ça. Puis ultimement, quand on touche le client, c'est à ce moment-là, c'est là que la boucle d'innovation se complète, puis qu'on réussit. Puis peu importe c'est qui le client, ça peut être nos employés, si on a un enjeu interne, ça peut être vraiment la communauté, ça peut être nos abonnés, peu importe comment qu'on l'aborde, puis qu'on définit bien là, le client qu'on cherche à desservir.
Mais justement, Émilie a effleuré un petit peu l'aspect du risque, là. Innover, ça comporte une part de risque, là, puis peu importe, puis il y a des coûts attachés à ça. Comment est-ce que vous abordez cette question-là? Puis là, je vous laisse, qui veut commencer en répondant à cette question-là? Mais je pense que je suis prête à aller de l'avant. Le Recycdon a fait une innovation majeure en rénovant entièrement sa bâtisse, puis en agrandissant en 2021, puis en augmentant le niveau d'appareils utilisés. Donc, on a rentré des palotiers, puis un chariot élévateur notamment, mais aussi de rendre la bâtisse entièrement accessible parce qu'on se dit on fait de l'inclusion, mais malheureusement, on a des gens à mobilité réduite qui ne peuvent pas aller partout. Et cet investissement-là, ben, on l'a fait, mais on voyait en veille stratégique des indicateurs que l'usager était en pleine croissance. On voyait en veille stratégique que la classe moyenne, ça fait des années qu'on la travaille, mais commence à vraiment comprendre les enjeux environnementaux, puis a le désir, vit aussi malheureusement une pression économique de par les coûts de logement qui augmentent, de par les coûts alimentaires qui augmentent. Donc, vient s'éveiller au monde de la ressourcerie puis devient de plus en plus enclin à y rentrer. Mais pour qu'on réussisse à les accueillir, il faut répondre à leurs besoins à eux ou à leurs critères, exigences à eux. Et là, ben, eux vont exiger qu'on soit des magasins conformes, qu'on ait des étiquettes de prix, qu'on puisse avoir certains standards de qualité ou standards qu'ils retrouvent plus dans l'industrie classique, parce que c'est comme ça que ça les sécurise, parce que c'est comme ça qu'ils se reconnaissent. Et donc, ben, en misant, puis en investissant, puis en ayant ces indicateurs-là stratégiques, ben, on a vraiment fait un pas qui était gagnant parce qu'on a augmenté nos donations là, de 23 % puis nos ventes de 27 % l'année suivante. Fait qu'on a vu que les décisions qu'on avait prises avaient été vraiment gagnantes puis stratégiques. Donc, Merci. Puis à la ferme, justement, Véronique, je te voyais prendre des notes et tout, là. J'imagine justement que tu as des éléments à dire là, quand il est question de risque là, dans le domaine agricole. Oui, totalement. Ben, le domaine agricole, on est tout le temps bombardé de risques. Puis, souvent, on pense que, avec l'innovation technologique, qu'on va réduire le risque, mais souvent, j'ai l'impression qu'on fait juste changer de risque. Si je prends, par exemple, l'engouement pour les serres au Québec, le gouvernement actuel met beaucoup d'argent pour que les entreprises investissent dans des complexes séricoles, d'automatisation, mais là, on devient aussi dépendant des fournisseurs de cette technologie-là. Puis aussi, on doit absolument mettre en place des systèmes d'alarme. Et s'il y a une défaillance dans le système d'alarme, on peut avoir des bris énormes qui amènent finalement un risque aussi à la hauteur des investissements. Plus les entreprises agricoles investissent et s'endettent, plus il y a un risque financier aussi accru et une certaine vulnérabilité. Face aux compagnies qui détiennent la technologie, mais aussi face aux banques aussi, en cas d'augmentation du taux d'intérêt. Puis, quand on est dans plutôt les enjeux sociaux ou dans l'innovation sociale, il y a d'autres aussi risques. Un des risques que je vois, c'est souvent on néglige toute la préparation. En tout cas, dans le reprenariat collectif, on pense que de changer la structure juridique, ça va régler magiquement les problèmes, mais les changements de paradigme, c'est quelque chose dont on doit être conscient, puis c'est quelque chose qu'on doit travailler beaucoup en amont, puis on doit aussi toujours être conscient qu'on est dans l'innovation sociale, qu'on est à contre-courant d'une culture dominante. On est beaucoup au Québec, là, dans une culture, en Amérique du Nord, dans une culture du « what's in it for me », puis quand on est dans l'économie sociale, il faut changer de paradigme puis d'être dans le « what's in it for us », puis ça, c'est vraiment pas facile. Tout le monde nous pose la question, entre autres, pour devenir membre de soutien, ça va être quoi mes avantages? Fait que tout le monde est dans le « qu'est-ce que ça va m'apporter à moi individuellement? » Puis c'est d'amener les gens à réfléchir autrement puis dire « OK, si collectivement on est gagnant, individuellement aussi on va être gagnant. » Sauf que c'est un long shot, puis peut-être que des fois, on ne va pas donner à la personne directement qui va nous redonner à nous. Mais quand on embarque dans une culture de partage puis de solidarité, on va tous être gagnants éventuellement, mais c'est plus abstrait, c'est plus difficile à expliquer. Puis dans l'aspect coopératif de travail de notre structure aussi, c'est pas tout de changer les rôles pour qu'il y ait un changement aussi de façon de travailler. Fait qu'on a beau être des membres travailleurs, on voit que le niveau d'engagement
et de compréhension aussi du nouveau rôle ne se fait pas automatiquement. Fait que d'où, je pense, la nécessité de travailler en amont sur justement la préparation aux changements humains, les changements de paradigme, les changements de rôle, et aussi de se faire accompagner à ce niveau-là aussi, parce qu'on peut se faire accompagner pour les changements de structure juridique, mais il y a tout un accompagnement humain aussi dans les façons différentes de travailler, de sortir d'une dynamique entre collègues de compétition puis de concurrence, mais plutôt de travailler en complémentarité, de valoriser les forces des uns et des autres, plutôt que d'essayer d'identifier les faiblesses des autres pour leur marcher sur la tête puis monter dans la hiérarchie. Fait que c'est tous des mécanismes. Puis moi, ce que je vois, c'est qu'on a beau avoir une structure, une culture organisationnelle qui est très forte, mais les nouvelles personnes qui arrivent à la ferme, dans notre entreprise, ils arrivent avec une culture issue d'un passé de travail dans des organisations souvent hiérarchiques, avec des leaderships directifs, autoritaires. Fait que faut pas négliger cet aspect-là, je pense, qui est un des risques, mais en même temps, moi, je vois que dans l'innovation sociale, c'est vraiment là qu'on contrôle le mieux les risques environnementaux, puis on diminue aussi notre vulnérabilité puis nos rapports de force face à l'extérieur, parce qu'au lieu d'être dépendant, par exemple, d'une machine, si on fait des corvées pour ramasser les carottes au lieu d'avoir une machine qui ramasse les carottes, ben, dans une grande communauté, mais il risque de toujours avoir, ce ne sera peut-être pas nécessairement les mêmes personnes, mais suffisamment de personnes pour venir nous aider à ramasser les carottes, alors que la machine, elle a pu briser, puis tout d'un coup, on se retrouve devant rien. Fait que pour moi, la communauté est une belle façon aussi, le fait d'avoir des fermes plus collectives, plus communautaires, est une façon de faire face là, aux risques liés notamment au changement climatique. Effectivement, parce que le poids du risque est réparti sur plusieurs épaules plutôt que simplement le ou la principale dirigeante de l'entreprise là, qui, des fois aussi, là, amène son lot. Puis tu l'as effleuré tantôt, là, d'autres défis en termes de santé mentale et tout ça, là, ça beaucoup dans l'actualité. Je suis curieuse de savoir, Émilie, justement, la gestion du risque, il y en a beaucoup aussi là, dans le secteur des arts, surtout quand on se permet d'aller vers des secteurs peut-être plus nichés. Comment vous le vivez de votre côté? Ben, ça a été nommé par mes collègues, mais toute la planification puis le travail en amont est vraiment déterminant là, dans aussi les souhaits ou de savoir où on veut aller, puis tranquillement se faire un plan, là, de prendre ça une petite bouchée à la fois. Mais oui, en fait, nous, il y a la diversification, entre autres financière, est quand même importante là, dans notre cas de figure, là, c'est-à-dire que l'organisme est financé à peu près à 12 à 15 pour un budget de fonctionnement par les différents paliers de gouvernement, ce qui laisse un 85-88 de revenus à trouver, ce qui se fait par des ventes de billets, ce qui se fait par aussi des revenus autonomes, donc la location de la salle, le bar, tout ce qui est philanthropie, puis aussi des programmes de subvention ponctuels à projet qu'on va chercher pour financer certaines initiatives. Donc, le risque en programmation aussi, c'est tel que tel. On sait très bien qu'il y a certains spectacles sur lesquels on ne fera pas de marge de profit. Là. Pour nous, en fait, la chose la moins risquée serait de ne pas diffuser, du tout. Mais évidemment, ce n'est pas ça le jeu. Donc, voilà, c'est comme c'est un calcul. Il y a des disciplines qui vont être toujours plus difficiles à fédérer au niveau du public, mais on y va quand même en sachant que à quelque part, au final, les choses s'égalisent. Puis après ça, ben, pour ce qui est des innovations technologiques, nous, ça concerne surtout, puis les arts vivants sont en général assez en retard là, sur tout ce qui est données numériques, etc. Mais c'est quand même une voie où on se doit d'aller pour justement pas être en perte de vitesse parce que nos gros compétiteurs vont être le divertissement en ligne, là, le Netflix et toutes
les différentes plateformes. Donc, tu sais, on travaille beaucoup sur la donnée, en fait, la donnée client, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que les spectateurs viennent voir, d'être capable de leur proposer des spectacles qui vont les intéresser dans les saisons prochaines, de partager ces informations-là avec les autres diffuseurs des Laurentides, par exemple. Puis en même temps, c'est une lame à double tranchant parce que ça se fait beaucoup dans le nuage, disons, là, mais alors que le contact client réel doit quand même être à préserver parce qu'il est fondamental aussi dans ce qu'on fait. Donc, voilà. Justement, quand tu mentionnes qu'il y a quand même 20 18% même de votre structure de financement qui est appuyée par des subventions et tout ça, est-ce que tu trouves, puis là, je rentre dans une grande question puis qui va s'appliquer là, dépendamment de votre secteur d'activité, est-ce que l'écosystème de financement est suffisamment présent, accessible pour votre secteur? Je veux dire, comment est-ce qu'on arrive à attirer son épingle du jeu quand on cherche à promouvoir un modèle, puis Véronique l'a mentionné, là, quand on est un petit peu à contre-courant, qu'on a cette perception-là qu'on doit vendre ou qu'on souhaite vendre un modèle différent, alors que les messages qui nous sont envoyés peut-être promouvoient d'autres façons de penser? C'est vraiment une grande question, Carmen. Ben, tu sais, c'est sûr que d'avoir plus de pouvoir compter sur plus de financement stable, ce serait bien le fun, là, tu sais. Après ça, c'est parce qu'on ne peut pas penser juste à nous non plus. Là, il y a comme beaucoup de secteurs qui ont besoin de financement dans une économie provinciale, nationale. Mais il y a du militantisme qui se fait là, de la part de la culture pour qu'il y ait 1% en fait du budget de la province qui soit consacré à la culture, ce qui n'est pas encore tout à fait, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, je pense que ça permettrait à tout le monde de respirer davantage. Puis, dans le cas, je pense, de la culture en général, c'est surtout une question parfois le financement des arts et des artistes, mais pour ce qui est des structures, c'est surtout le financement au niveau des ressources, en fait, d'avoir un petit peu plus de monde. On a parlé un petit peu plus tôt des enjeux de santé mentale et d'épuisement, là. Donc, ça permettrait peut-être d'avoir des assises plus solides à ce niveau-là. Donc, voilà. Puis en même temps, c'est ça, je viens comme un peu... je pense que le fait qu'on ne soit pas à 100% financé, puis ça crée aussi cette créativité-là, puis cette synergie-là, ce qui est... Ça fait tourner la roue, là. Oui, ça fait aussi tourner la roue, voilà. Je voyais Véronique Siméon hocher de la tête, je veux dire justement, le risque, le financement et tout ça de votre côté, comment... Est-ce que vous trouvez que c'est suffisamment accessible? Là, vous avez réussi là, à augmenter vos ventes là, avec justement les différentes nouvelles façons de faire là, que vous avez mis en place. Là. Définitivement. Je dirais que l'enjeu principal, c'est vraiment gratifiant. Puis, je dirais que c'est vraiment, ça nous permet une grande liberté d'être autofinancé à plus de 80% parce que justement, on se sent plus maître à bord de l'avenir de notre organisation. Pas comme dirigeant, mais comme organisation. Et ça nous permet de faire des veilles stratégiques puis d'être mieux orientés vers le besoin de notre communauté au lieu d'être orientés par les décideurs publics nécessairement. Ce que je dirais, c'est je pense que justement, c'est là où on aimerait peut-être être plus écouté ou avoir plus d'impact au niveau des décideurs publics de par l'information qu'on va chercher en économie sociale. Je pense à l'environnement où
moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en va dans le recyclage parce que ça demande des technologies vraiment très à point, très, très, très coûteuses. Mais en même temps, ben, quand on pense à l'environnement, on est supposé toujours prioriser la réduction à la source puis le réemploi d'abord et avant tout. Puis malheureusement, le réemploi, bien souvent tassé parce qu'il y a des études qui démontrent que le pourcentage n'est pas si élevé puis que finalement, avec la distribution, la collecte, c'est trop compliqué. C'est mieux qu'on envoie ça directement au recyclage. D'un point de vue économique, mais pourtant, d'un point de vue environnemental, ce n'est pas la bonne décision. Et c'est là où on devrait, moi, je pense, comme société, aller systématiquement vers la primauté du réemploi. De dire, bien, toutes les matières qu'on a, on ne peut pas se permettre comme société de mettre de côté les mines naturelles qu'on a, les mines de biens qui sont déjà présents. Il faut les user à pleine capacité. Il faut prioriser le réemploi. Comment qu'on fait ça? Mais comment qu'on peut mettre des mécanismes pour réussir à y arriver, mais l'imposer dans un modèle de recyclage, puis dire oui, on finance les recycleurs, oui, on comprend que c'est là que les fonds sont les plus coûteux, mais on leur exige dans leur processus, dans leur façon de faire, qui démontre que tout ce qui est réemployable a été sorti du lot, puis qu'ils sont en contact avec des ressources qui vont veiller à ce réemploi-là. Je pense en inclusion, ben oui, le Recycdon a mis en place un modèle d'affaires qui est très novateur. En même temps, ben, pour assurer la compétence des ressources humaines qui s'y trouvent, il faut être capable de les payer décemment. Et c'est là que devient un enjeu de financement, c'est de voir comment on peut mieux payer nos gens ou comment on peut les payer de façon juste et équitable par rapport à d'autres industries, par rapport à leur niveau de qualification puis leur professionnalisme, dans un contexte où on est financé entre 10 et 15 % puis on va s'autofinancer autant. Ça, c'est un enjeu pour le Recycdon en termes de maintien à long terme de ces ressources humaines-là. Et c'est une crainte qu'on a. Parce qu'on n'arrive pas, selon moi, je n'arrive pas à payer mes ressources humaines le taux horaire qu'ils devraient avoir pour les compétences qu'ils déploient. Puis on le sait justement, on le vit tous, là, l'inflation affecte tout le monde, donc c'est sûr que les salaires, ça reste un enjeu transversal, là. Véronique, à la ferme, justement, le financement, tu faisais référence que des fois, on change un niveau de risque pour un autre. Comment tu vois ça, justement, l'accessibilité au financement dans un modèle d'innovation sociale en agriculture? Bien, je pense que les contribuables ont cette perception-là, que le milieu communautaire ou l'économie sociale a beaucoup plus de subventions que le reste de l'économie. Mais moi, pour avoir un pied dans les deux secteurs, je pourrais vous dire que ce n'est pas du tout vrai. On subventionne la très grosse industrie, souvent pour des projets qui ne seront pas nécessairement bénéfiques pour la communauté. Là, récemment, il y a un projet pour produire des fraises dans des bunkers. Notre argent collectif a contribué à la hauteur de 46 millions pour qu'on continue à produire des fraises en hiver sans soleil, avec du chauffage puis de l'éclairage, l'électricité. Souvent, je dis à la blague, je dis on finance un projet pour que les riches puissent continuer à mettre des fraises dans leur champagne, même en hiver. Mais, on voit que souvent, ce qu'on aime dans les subventions, c'est les nouveaux projets, des gros trucs tape à l'œil, où j'ai l'impression qu'on est encore dans la subvention, dans cette espèce de vieille pattern de création d'emplois et de création d'entreprises, alors qu'on a un problème, les entreprises ne perdurent pas. Dans le secteur maraîcher bio, le taux de survie est déplorable. Fait qu'on finance largement à envoyer plein de jeunes se démarrer des petites fermes qui ne survivent pas. On ne met aucun argent à la pérennité, à justement permettre d'avoir un jour des salaires qui sont compétitifs et décents. Puis, il y a aussi, dans la subvention, cette façon de faire de la subvention qui est tout le temps aussi par projet, là où on va cibler vraiment comme quelque chose de très spécifique dans une durée très déterminée, parce que j'imagine que ça fit dans des budgets de 4 ans, là. Mais ce qui fait que souvent, on s'épuise à essayer de tout le temps développer des nouveaux projets pour aller chercher de l'argent. Puis c'est comme si on se sent obligé d'aller chercher la subvention parce qu'elle existe et elle a une durée limitée. Donc, on va des fois acquérir de la technologie dont on n'a pas vraiment besoin et qui, au final, nous amènera pas nécessairement plus de rentabilité et une meilleure qualité de vie parce que tout le monde va adopter cette technologie-là. Puis ce qu'on voit dans le secteur agricole, c'est que si le gouvernement finance
tel équipement, ben ça prend 1 an ou 2, puis le coût de l'équipement qui est financé à 50 %, le prix a doublé. C'est normal, c'est la loi du marché. Les gens en veulent 2 fois plus parce que c'est subventionné. Fait que finalement, nous, contribuables, on se retrouve à financer, au lieu de financer l'agriculture, on se retrouve à financer des compagnies d'équipement qui font des fois de la vente d'équipement. Fait que souvent, je trouve que les subventions, ils ratent leur cible, puis même qu'ils distorsionnent le marché. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on est obligé d'aller chercher de la subvention pour survivre parce qu'on est en compétition avec des entreprises qui vont chercher des subventions aussi pour fonctionner. Donc, tu sais, je dis souvent à ma gang que je fais de la subvention créative, mais j'essaie tout le temps de trouver une façon de faire subventionner quelque chose qu'on aurait fait de toute façon, mais en faisant passer ça pour un nouveau projet. C'est vraiment épuisant, puis tu sais, je pense qu'on est plusieurs dans la même situation, puis on ne rentrera pas dans la reddition de comptes qui aussi gobe beaucoup de notre temps et nous détourne de nos missions premières. Tout à fait, tout à fait. On fera un autre panel là-dessus, là, de jaser de reddition de comptes. Là. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez fastidieux, effectivement. Là. Puis comment est-ce qu'on arrive justement dans ces demandes-là à présenter ou mesurer notre impact? Comment est-ce qu'on, au point de vue social, environnemental, même économique, là, comment qu'on arrive justement à capter ça quand on est dans un modèle d'innovation sociale? Ou c'est quoi les indicateurs que vous utilisez à la ferme, par exemple? Ben, je pense que ce qui est difficile, c'est que ça prendrait des indicateurs qualitatifs. On est beaucoup dans le quantitatif. Par exemple, on va prendre au niveau de l'environnement, mais on essaie de calculer les gaz à effet de serre parce que, bon, c'est quelque chose qu'on peut calculer. Mais de calculer la biodiversité dans un agroécosystème, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable, mais quand on parle de changement climatique, de résilience face aux événements climatiques extrêmes, cette diversité-là, c'est très difficile à mesurer, c'est très peu valorisé. Quand on parle de ressources humaines, par exemple, souvent, on va regarder le coût d'une masse salariale totale, mais moi, ça serait intéressant de décortiquer les taux de roulement, puis d'aider les entreprises à diminuer le taux de roulement. Je pense que collectivement, ensemble, dans la société, ça doit nous coûter une fortune, le taux de roulement de la main-d'œuvre et l'absentéisme causé par toutes les pathologies liées à ce milieu de travail qui est de plus en plus stressant, de plus en plus trop spécialisé aussi. J'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de plus en plus spécialisé pour diminuer les coûts de main-d'œuvre. Mais au final, on se ramasse avec des tâches aliénantes, répétitives, qui amènent de l'absentéisme. Fait qu'on chemine vers une certaine cible, mais finalement, on la rate complètement parce qu'on crée des problématiques liées à ce changement-là du travail. Passer 45 heures semaine assis devant un ordinateur, c'est mauvais pour la santé, on le sait. Fait qu'en spécialisant trop le travail, on arrive finalement avec d'autres problématiques. Et que oui, on est obligé de cocher des cases là, dans les demandes de subventions, puis d'arriver à trouver des indicateurs quantitatifs. Puis c'est là que ça demande beaucoup de créativité parce que moi, ce que j'aimerais fonctionner, c'est avec des indices de bonheur dans les entreprises. Mais bon, il faudrait qu'une entreprise d'économie sociale se penche sur la question et propose au gouvernement une nouvelle échelle pour justement bien mesurer toute la valeur ajoutée des entreprises d'économie sociale qui sont malheureusement difficilement quantifiables. Bien, l'idée est lancée. Il y a peut-être quelqu'un autour de l'écran là, qui va vouloir reprendre la suggestion. Émilie, dans le domaine de la culture, justement, comment est-ce que vous présentez votre impact social, environnemental, économique? Comment est-ce que vous le mesurez? C'est très... l'impact, c'est sûr, là, il y a la vente de billets, là, c'est tel que tel, plus de billets, moins de billets, plus de shows, moins de shows que l'année d'avant. Mais après ça, c'est très difficile, puis on travaille en fait là-dessus en ce moment, d'essayer de mesurer l'impact économique qu'il y a autour de nous, là, la venue, par exemple, des spectateurs et spectatrices au théâtre.
Puis sinon, on fonctionne aussi, puis en même temps, il faut faire attention parce que trop c'est comme passé, là, mais il y a comme toute la notion de sondage là, qui existe, nous, dans l'expérience client. Mais sinon, c'est ça, c'est vraiment difficile à mesurer. Après ça, il y a le taux de quand on fait des conversations après les spectacles avec les gens, mais il y a combien de gens qui restent, il y a comme des petites choses comme ça, mais on n'a pas de processus très, très clair, là, donc OK. de ça, ouais. Je sais que chez Recycdon, Véronique, tu l'as mentionné brièvement, là, vous avez justement mesuré votre tonnage. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu là-dessus, là, au niveau de mesure d'impact environnemental? Oui, effectivement. Donc, on a mesuré notre empreinte carbone de la bâtisse, mais également le Recycdon fonctionne là, depuis maintenant 3 ans en pesant l'ensemble des biens qui rentrent dans la ressourcerie. L'objectif, c'est d'être capable de parler le même langage que l'industrie des vidanges traditionnelles, l'industrie de la récupération et maintenant le compost qui parle en termes de tonnage. Puis il y a tous des enjeux là-dedans en environnement, parce que j'ai un collègue qui travaille avec le polystyrène expansé, qui est éco-captation à Prévost, puis qui, lui, il dit, ben, tu sais, moi, quand on parle en termes de tonnage, vous savez, le styromousse, les barquettes, ça pèse pas lourd, mais pourtant, ça a un impact environnemental, c'est très toxique. Puis lui, ben, il réussit à le recycler, à le transformer à 100%. Presque entièrement au Québec. Donc, c'est vraiment génial ce qu'il fait. Mais quand il regarde son poids-tonnage, c'est un petit peu décourageant. Donc, il y a tous ces langages-là qu'on dit, ben, tu sais, le tonnage, ben, moi, à l'interne, quand je parle à mon équipe de jouets, ils sont toujours désolés de voir leur tonnage annuel par rapport aux meubles ou par rapport aux biens domestiques qui sont plus lourds. Donc, on travaille et en tonnage et en unité. On travaille beaucoup au Recycdon à décortiquer les 3 R. Donc, quel pourcentage en va au réemploi, au recyclage, à la valorisation, RDD, élimination? Quel pourcentage on envoie hors de notre municipalité? Puis, ben, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des ressourceries qui ne traitent pas certains biens. Fait que là, ben, il envoie l'entièreté de la boîte ou du sac vers un autre service. Et là, ben, ça peut réduire leur taux d'élimination parce qu'en envoyant la donnée brute, ben, il envoie toutes les 3 RV brutes. Puis là, ben, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire notre empreinte carbone et là, de dire, ben moi, ce que je mets sur la route, c'est de la matière qui va être utile. Et donc, tout ce que je reçois qui doit s'en aller à l'élimination, ben j'accepte de l'envoyer à l'élimination le plus localement possible pour éviter de… Donc, tous ces enjeux-là font en sorte que le même indicateur, si on n'explique pas comment on a pris la mesure, peut être interprété d'une façon complètement différente ou d'une façon erronée parce qu'il n'y a pas cette compréhension-là. J'ai travaillé longtemps en employabilité, puis en inclusion, on travaille un peu dans ce sens-là de « ouais, mais combien de gens que tu as retransférés sur le marché du travail? Combien de gens que l'entreprise privée a pu obtenir de par ta démarche? » Le Recycdon travaille beaucoup à l'évolution interne des gens et pas nécessairement leur transition vers l'entreprise privée, mais ce qu'on veut, c'est que la personne se développe comme humain, comme dans son autonomie, puis dans son potentiel. Puis, ben, quelque part, on ne veut pas lui imposer d'aller vers un autre milieu parce qu'il y a des humains qui sont bien dans leur milieu où ils sont, puis ben, pourquoi qu'il faudrait leur dire ben non, mais là, tu es obligé d'aller vers le Ultramar ou vers l'épicerie locale. Pourquoi qu'on ne peut pas lui dire ben, tu peux rester dans la ressourcerie? Je pense qu'il y a un juste milieu qui est important. Et c'est là où on tente de documenter par l'évolution qu'ils font à l'interne. Quel genre de promotion qu'ils ont eu, de quel programme vers quel programme ils ont passé qui sont moins coûteux socialement. Comment? Donc ça, c'est tous des nouveaux indicateurs que nous, on met en place parce qu'on y croit, que l'Association des ressourceries du Québec va tendre à valoriser parce qu'elle est toute nouvelle, cette association-là, et on veut faire reconnaître ces façons-là de mesurer. On a un nouveau projet qui arrive au Recycdon d'aider des TSA à intégrer le marché du travail. Donc, oui, on va être évalué en termes de personnes qui vont avoir intégré le marché du travail traditionnel, mais nous, on a exigé dans la mesure d'ajouter une reddition de compte
On aime ça, être dur avec nous-mêmes, mais c'est parce qu'on veut changer, on veut faire valoir aux décideurs qu'il y a d'autres façons de mesurer les choses. Et donc, nous, on s'est imposé de mettre en place une évaluation de 360 degrés avant le début du programme et à la fin du programme, où il y a la personne elle-même puis 2 autres milieux qui évaluent la personne TSA dans ses compétences socio-professionnelles, puis qui est réévalué après le programme pour qu'on voit comment la personne a développé son autonomie, sa compréhension du monde, sa compréhension des systèmes pour qu'elle devienne plus autonome. Et on croit que ces enjeux-là sont des indicateurs beaucoup plus puissants à moyen, long terme de la destinée d'un humain que de dire, ben oui, j'ai réussi à le mettre en emploi ou non, je n'ai pas réussi. Bon, il y en a plusieurs qui ont travaillé en employabilité, puis des fois, ben, on est bien content d'avoir placé quelqu'un en emploi, puis on trouve qu'on a fait un bon coup, puis il y en a un qui ne se place pas, puis on est convaincu qu'on a fait un meilleur coup avec parce qu'on a débouché certains enjeux dans sa vie personnelle, puis on sait que dans 3 ans, là, il va être prêt à intégrer, puis que là, ça va être une réussite à long terme. Donc, c'est vraiment dans ces soucis-là de dire, ben, je pense qu'on a un rôle d'agent de changement également. Donc, si on n'est pas confortable avec les mesures qu'on nous impose, de dire, ben moi, je vais rajouter cette mesure-là. Puis, je vais vous le dire ce que moi, j'ai à vous le dire, puis je vais vous le documenter. Écoutez, mesdames, on pourrait continuer encore, je pense, tout le reste du lunch, mais là, on est arrivé à la fin de notre portion panel. Merci à vous 3 pour ces échanges-là, ces réponses-là très, très riches là-dessus. Puis écoutez, d'emblée, là, je laisserai la parole aux gens qui sont ici avec nous ce midi. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions? Peut-être lever la main, comme ça je peux m'assurer de vous passer dans l'ordre et bien sûr d'ouvrir votre micro là, pour qu'on puisse vous entendre. Écoutez, je vais poser peut-être une petite dernière question là, pour ça. Si on avait à imaginer un parcours de formation justement pour des entrepreneurs là, qui veulent se lancer avec un modèle d'innovation sociale, d'économie sociale, est-ce qu'il y a des éléments clés que vous aimeriez voir? Si moi, j'avais eu ça, sachant ce que je sais aujourd'hui, j'aurais aimé ça qu'on me le dise dans un parcours de formation. Ce serait quoi, brièvement? Je ne sais pas, Émilie, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Ben oui, c'est très personnel. Là. Moi, j'ai été formée comme artiste, en fait. T'sais, moi, j'ai étudié en théâtre là, il y a 20 ans. J'aurais aimé ça qu'on m'explique les structures, les structures de diffusion, les structures, le volet plus commercial, les différents, au-delà d'être un artiste dans dans ta création, comme tout l'écosystème, j'aurais aimé ça le connaître à ce moment-là. Ouais. Effectivement. Donc, le message est passé. C'est vrai que chaque entité, chaque secteur d'activité a tout un écosystème, puis ça peut être bien diversifié. Avant de laisser la parole à Lynn, Véronique, brièvement, est-ce que vous avez des éléments que vous aimeriez voir dans un parcours de formation? Ben, vas-y, Véronique. On en est un, on ouvre le micro en même temps. Peut-être je vais y aller rapidement. Bon, je n'ai parlé, les changements de paradigme aussi, de savoir aussi que de travailler dans des structures différentes, ça implique aussi de travailler différemment. Mais sinon, je pourrais dire que de règle générale, là, pour avoir suivi des formations en entrepreneuriat, notamment en entrepreneuriat agricole, le modèle coopératif n'est pas du tout connu. Puis, la façon aussi, par exemple, quand on aborde les ressources humaines, si on est dans une structure très hiérarchique, ce ne sera pas du tout la même façon d'aborder les ressources humaines que si on est dans une coopérative de travail où on n'a pas du tout les mêmes rapports de force employeur-employé. Donc, souvent, j'ai l'impression que c'est des modes de fonctionnement qui sont méconnus. Puis ce qu'on enseigne, c'est qu'on enseigne la structure souvent entrepreneuriale traditionnelle d'une Inc. ou d'une SENC sans nécessairement montrer qu'il existe une autre façon de fonctionner en entreprise qui, moi, je peux vous le confirmer pour avoir vécu les deux, apporte vraiment beaucoup plus de plaisir et de valorisation d'être à la tête d'une coopérative que d'une structure où entrepreneur, propriétaire, puis on assume que c'est normal tout ce qu'on fait, alors que dans des structures collectives, il y a beaucoup plus de valorisation pour la direction, je trouve.
Merci. Véronique? Moi, je suis à terminer un MBA, puis je dirais que je vois que les universités tentent de plus en plus à ajouter la dimension de l'économie sociale, mais ça demeure trop négligeable encore. Moi, j'ai eu des enseignants, j'ai eu des cours où je voulais développer cet aspect-là, puis c'était pas possible parce qu'ils n'étaient pas dans cette compréhension-là. J'ai eu un cours de veille stratégique de PME, puis il fallait faire une veille stratégique sur une PME qui était pour le Québec quasiment une grande entreprise là, avec 450 employés, puis des localisations dans 2 autres pays, alors que ce n'est pas l'image classique d'une PME québécoise, puis ce n'est pas parce qu'on est une PME québécoise qu'on ne peut pas du tout faire de veille stratégique. Donc, vraiment, au niveau de l'économie sociale, là, je pense qu'il y a beaucoup de formation à y avoir dans le coaching, dans le mentorat, dans la visite les uns des autres pour mieux comprendre nos enjeux. Puis je pense qu'en se comprenant mieux, ça nous aide même à mieux diriger nos propres organisations. Donc, même juste d'avoir eu la chance d'échanger avec Véronique et Émilie, de mieux comprendre leurs enjeux, d'entendre des choses. Ça fait que moi, comme dirigeante de ressourcerie, ça m'amène d'autres réflexions dans ma tête. Tu sais. C'est d'avoir toujours une espèce d'accepter de réfléchir avec un enjeu social, puis un enjeu sociétaire large, puis un enjeu environnemental large dans nos préoccupations, puis dans nos façons de choisir. Et ça, c'est pas enseigné. En tout cas, moi, je n'ai pas eu la chance de passer dans un cursus comme ça, pas dans nos universités. Et c'est manquant, puis je pense que c'est manquant même pour l'entrepreneur d'une entreprise privée capitaliste. OK, merci. Lynn Bouvier de la MRC Thérèse de Blainville, tu avais une question. Ton micro est fermé, Lynn. Okay. Je tousse depuis tantôt, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Alors, écoutez, je suis conseillère en développement économique à la MRC de Sainte-Thérèse de Blainville. Dans ma vie passée, sur divers mandats, j'avais un portefeuille de 150 entreprises en économie sociale, incluant les coopératives. Je comprends tous les milieux, culture, agricole, environnemental. Pour moi, je baigne là-dedans. Et oui, je suis en accord avec vous que le monde de l'économie sociale est encore en évolution, puis on ne sait pas, puis ah oui, puis ah non. Mais l'important là-dedans, c'est d'aller vous chercher des ressources. Moi, j'en suis une sur le territoire. Et j'ai travaillé, comme je disais, autant avec la culture qu'en environnement et tout ça. Et je comprends les rythmes d'apprentissage. Je comprends aussi les rythmes d'apprentissage un peu plus haut aussi, les politiques de nos gouvernements ou la compréhension, ou tout ce qui a rapport aux subventions. Mais à la MRC, on offre de l'accompagnement qui est gratuit. Et vous avez des expertises à l'intérieur de la boîte qui comprend très bien l'économie sociale. Alors, je vous invite à prendre votre téléphone ou votre courriel, venir nous rencontrer, parce que ça va nous faire plaisir de vous accompagner puis de vous donner parfois, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, que de vous offrir des outils et des pistes. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, écoutez, je céderai la parole à Amélie et Jessica pour la suite des choses. Merci beaucoup, Carmen. Merci beaucoup, mesdames les panélistes, pour cet échange là, qui a été fort inspirant, puis qu'on peut voir qu'en fait, les entreprises d'économie sociale sont extrêmement innovantes, créatives, puis peu importe dans quel secteur d'activité. Puis qu'en fait, au-delà de la nécessité devant les défis du quotidien puis contemporain à innover, mais c'est vraiment pour moi ce que j'entends, là, c'est la volonté de faire des choses différemment puis de faire du sens au quotidien, puis c'est vraiment votre moteur de changement qui est déterminant. Donc, pour ça, ben merci. Puis en fait, c'est un écosystème qui est vraiment riche puis que vous faites partie. Que je vous remercie de votre engagement. Donc, comme Jessica l'a mentionné en début de panel,
Ça fait suite à une première cohorte de formation qui a été offerte aux dirigeants et dirigeantes d'entreprises d'économie sociale au courant de la dernière année, donc qui avait été développée par Économie sociale Laurentides puis l'École des entrepreneurs du Québec. Puis on est en train, en fait, de créer une deuxième cohorte qui est, le lancement sera annoncé au courant de l'automne prochain, puis avec un axe vraiment au niveau de l'innovation. Puis en fait, on voudrait vous sonder un petit peu sur votre intérêt. Là, je parle à tout le monde, donc entreprises d'économie sociale qui sont présentes aujourd'hui, là, sur votre intérêt à pouvoir suivre un tel parcours de formation, puis surtout sur des thématiques que vous aimeriez aborder davantage. Donc, vraiment pour pouvoir nous nourrir dans notre réflexion, pouvoir créer un parcours qui va répondre à vos besoins finalement. Donc, il y aura un lien qui va être envoyé dans le chat dans quelques minutes. Donc, voilà, il est là. Et on vous proposerait de prendre quelques minutes pour pouvoir y répondre. Donc, avant qu'on puisse conclure le panel aujourd'hui. Sinon, Jessica, peut-être tu vas nous parler de la suite après? Oui, en fait, merci Amélie pour ce beau résumé en fait sur le panel d'innovation. Merci Carmen pour l'animation. Et puis, oui, c'est ça, le sondage, je pense que ça peut être hyper pertinent là, pour nous aider justement à bien construire ce prochain parcours de formation-là, puis nous assurer de répondre à vos besoins. Puis par la suite, ce qu'on vous propose, c'est d'y aller avec une séance d'information qui nous permettra justement là, de vous présenter les grandes lignes ce que vous aurez proposé, suggéré. Là, tous les partenaires aussi seront présents avec nous là, pour nous aider à nous éclairer. Fait que surveillez vos courriels, en fait, là, Jenny ou l'équipe d'Amélie là, va vous envoyer des informations pour vous inviter à cette prochaine séance d'information-là afin de vous présenter un parcours de formation qui aura probablement lieu le plus vers la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024 là, pour être sûr de vous préparer quelque chose de vraiment intéressant. Donc, on vous inviterait peut-être à y répondre maintenant. Puis sinon, Carmen, est-ce que tu voulais expliquer ce qu'on proposait pour la suite? Oui, pour le 15 minutes, qui nous reste. Oui, tout à fait. Oui, Jeanne, tu avais une question? Oui, allô? Je m'excuse, je vais pas mettre ma caméra. Je suis en train de faire le sondage, puis ça demande quel Midi Max vous avez participé, puis il n'y a pas celui d'aujourd'hui. Juste cliquer sur le dernier lien. Ah, c'est moi, c'était pas le bon lien qui était, mais je l'ai supprimé. Là, fait que le dernier lien devrait être, tu peux valider, mais c'est le bon. Merci. Super. Donc, vous avez le lien dans le chat qui vous amène au bon sondage. Pas de souci pour ça. Donc, pour le dernier 15 minutes qui nous reste, vous avez la possibilité d'aller dans une des 3 salles. Donc, il va y en avoir une avec Synergie économique Laurentide et Recycdon, une autre avec Culture Laurentide et le théâtre Gilles Vigneault, et une dernière avec Économie sociale Laurentide et la ferme aux Petits Oignons. Donc, je remercie encore énormément Véronique et Émilie pour cet échange super riche. Je pense qu'il permet aussi, qu'il bouscule des fois aussi des façons de penser, des façons de voir, parce qu'effectivement, la technologie ne répond pas à tout, surtout si on choisit un peu n'importe lequel comme ça. Donc, bref, je vous remercie pour cet échange, pour votre partage, de votre façon d'aborder l'innovation, mais particulièrement l'innovation sociale, puis comment ça peut venir avoir un impact hyper positif pour vos communautés respectives et ultimement les Laurentides au complet. Donc, chers participants, je vous invite à choisir la salle qui vous intéresse. Puis moi, je reste ici dans la salle principale si jamais vous avez des questions. Donc, merci à tous d'avoir participé, puis je vous souhaite des bons échanges avec nos entrepreneurs dans chacune des salles.